Alors en belge, c'est un peu un candide. Il n'y a pas que la blague belge, mais c'est aussi celui qu'on prend, à qui on demande « Mais quel est votre étonnement ?» quand vous entendez parler des Français sur la médiation, sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et je vais vous dire, ma première surprise, c'est que je vous entends parler de concepts qui sont comme des statues voilées. Très pudiquement. Je vais essayer avec vous, progressivement, de découvrir ce qu'il y a derrière le voile. Si c'est pudique ou impudique, vous me le direz, vous ne m'en voudrez pas. Et comme juriste, la tendance est toujours de commencer par faire un historique, de voir un peu les textes qui balisent tout cela, et ça a fait défaut jusque maintenant. Et puis, je vous proposerai, si le temps nous le permet, de faire un tour en hélicoptère, et pour voir quels sont les concepts. On va les quadriller, on va les baliser. Et on regardera au final s'il y a des zones d'intersection possibles entre la RSE et la médiation, au sens où les concepts ont été définis. Historiquement, la RSE est une notion qui est une jeune dame. Elle est née en 1953. Et quand je dis une jeune dame, c'est le respect pour mon épouse, qui est née la même année. C'est un économiste, Bowen, qui a créé ce concept, et ce concept a essaimé dans l'histoire à partir essentiellement de 1987 aux Nations Unies, sous la forme du développement durable dans un premier temps, qui s'est cristallisé dans un pacte global, le Global Compact de l'ONU, et qui a été récupéré quelques années plus tard. Nous sommes en 2001, juillet 2001, dans un livre vert de la Commission européenne qui, pour nous, est probablement un des premiers textes de référence utiles pour définir la RSE, que voici. Le livre vert européen nous dit, en affirmant leur responsabilité sociale, en contractant de leur propre initiative des engagements qui vont au-delà des exigences réglementaires et conventionnelles auxquelles elles doivent de toute façon se conformer, là où les entreprises s'efforcent d'élever le niveau des normes liées au développement social, à la protection de l'environnement, au respect des droits fondamentaux, nous sommes sur la responsabilité sociale. Sont considérées comme socialement responsables les actions qui vont au-delà du respect de la loi ou de la recherche du seul profit. Si on interroge le philosophe de la responsabilité, et c'est un Français, c'est Paul Ricoeur, sur cet aspect de responsabilité sociale, nous avons un jugement qui est péremptoire et sans appel. Voici ce qu'a dit Ricoeur, 1 ou 2 ans après la définition européenne. Ricoeur nous dit « La RSE, c'est une ruse subtile de l'idéologie productiviste dès lors qu'elle est couplée à des valeurs. » Tout est dit. Tout est dit. Mais si on développe les concepts, et si on les réfléchit, si on les rend réflexifs, et si on joue le jeu correctement, éthiquement, loyalement, je ne suis pas sûr que la pensée de Ricoeur ne puisse pas être déminée dans le danger, dans le germe de danger qu'elle contient. Mais il a raison. Aujourd'hui, pourquoi la responsabilité sociale des entreprises fait-elle florès ? Parce qu'il y a un risque réputation, il y a un risque moins-value. Et c'est ça qui est la responsabilité sociale pour une entreprise. C'est quand même une idée qui est une idée utilitariste. Contrer une moins-value, un risque. C'est utilitariste. Alors, coupler ça avec des valeurs, c'est se présenter avec un faux-nez, avec un paravent. Et le paravent éthique, c'est vrai qu'on voit très vite, l'éthique paye, l'éthique peut rapporter en termes de marketing. Il y a un livre, d'ailleurs, Ethics Pays, en anglais. On pourrait dire l'inverse, si vous ne le faites pas, l'éthique coûte. Donc, dans tous les cas, il y a un intérêt qui est un intérêt de réputation, d'image de l'entreprise.
Alors, l'historique aujourd'hui montre que ce développement du contre-risque, de la position qui contre le risque, vient soulever des concepts qui ne sont pas bien balisés. Et je vais essayer de le faire avec vous. Et puis, dans un deuxième temps, nous épinglerons les convergences et les divergences entre eux, si vous le voulez bien. Premier concept, médiation. Deuxième concept, responsabilité sociale. Médiation, tout le monde a dans sa tête ici, autour de la table, sa petite idée de ce qu'est la médiation. C'est un concept polysémique. C'est donc une petite idée dangereuse parce que vous risquez de parler de quelque chose qui n'est pas la même chose que celle dont je parle. Je vais donc la définir pour que nous soyons tous d'accord, et je vais le faire d'une manière, d'une approche écuménique de la médiation, d'une approche universaliste de la médiation. Je me réfère ici à une thèse de doctorat qui s'intitulait « Sociologie des pratiques de la médiation », Fatih Benrat, à l'université de Metz, qui a été voir quels sont les communs dénominateurs de tous ceux qui pratiquent de la médiation. Et là, c'est très intéressant parce que chacun de ceux qui pratiquent tire la couverture sur lui en disant « j'ai la définition de la médiation, c'est la mienne ». Et celui-là, c'est pas la bonne. C'est tellement vrai que le ministre belge de la Justice a mis en ligne beaucoup de médiateurs utilisent le mot à mauvais escient. Les vrais, ce sont ceux-ci, tac, tac, tac. Quand vous regardez, médiation orientée résultat, uniquement, ça veut dire là où il y a des droits, des sommes d'argent qui sont des enjeux et qui vont donc, dans l'esprit du ministre, être utiles parce qu'ils vont dégorger la justice. Et ce système de délestage, c'est la vision très utilitariste de la médiation. Moi, je vais l'ouvrir. Et je vous dirai, il y a 4 communs dénominateurs entre toutes les médiations. Brièvement vu, il y a le conflit. Alors, j'entends le conflit d'une manière très large. C'est toute tension relationnelle. Parce que si vous voulez faire de la prévention, n'attendez pas qu'il soit né. Tension relationnelle, et je vais la synthétiser en un double concept qui s'oppose. C'est un grief et c'est une justification. Le travail du médiateur, c'est un travail pour faire émerger les griefs, pour faire émerger les justifications, et alors pour essayer de faire s'entendre les personnes sur leurs univers de sens. C'est-à-dire de voir que dans l'approche, ce n'est pas nécessairement un conflit qui est clair, qui est éclaté, mais c'est un sentiment d'injustice, et à l'intérieur des organisations humaines, un sentiment d'oppression aussi. Et quand les personnes en parlent, ils vont expliquer pourquoi ils ont un grief, et les autres, avec un autre univers de sens, sur la même question, pourquoi ils ont une justification. Premier critère commun à toutes les formes de médiation. Deuxième critère, il faut un tiers de confiance. Le médiateur est un tiers de confiance et il en fait son métier. On va en reparler de la confiance. Troisième critère, il faut une solution conforme à l'éthique et à l'équité. Ça veut dire qu'en médiation, il y a là quelque chose qui rejette l'utilitarisme. Une solution conforme à l'éthique et à l'équité. On va en reparler aussi. Quatrième commun dénominateur, l'autonomie des personnes et leur responsabilisation. L'autonomie, vous rentrez et vous sortez si vous voulez, à tout moment. La responsabilisation, alors je reviens sur Ricoeur pour le définir, c'est le sujet qui se réapproprie sa qualité de sujet. Dans beaucoup d'organisations humaines, le sujet est devenu un objet. Il faut, si on travaille en médiation, permettre aux personnes de se réapproprier leur qualité de sujet, de redevenir, comme dit Ricoeur, le héros de leur propre histoire, avec comme conséquence qu'il y a une imputabilité. Ils doivent rendre des comptes, mais aussi se porter responsables, s'ils le sont. Voilà pour la médiation. Comparons par rapport à la RSE maintenant. La gouvernance, la RSE est une gouvernance, c'est un mode de gouverne, j'entends par là, sans pouvoir le définir, la gouvernementalité au sens de Michel Foucault, comment on dirige des hommes. Et je pense que c'est un mode de gouverne qui inclut 3 choses. 1, des dispositifs, définition très brève, c'est une mise en réseau d'éléments hétéroclites mais dans une finalité, qui est ici une finalité de participation de tous les acteurs et une finalité d'adhésion et d'enrôlement des acteurs.
Donc, c'est un mode de gouverne où on va prendre des sujets qui sont libres, qui sont autonomes, et où on va les faire adhérer à des comportements qu'ils vont librement adopter et s'assujettir très docilement à quelque chose qu'ils acceptent librement. C'est un peu contradictoire, mais c'est une vision des choses. Et la gouvernance a remplacé d'autres mots qui désignaient du pouvoir très vertical, très autoritaire, pour venir de façon plus subreptice obtenir la même docilité des personnes. Si je fais la comparaison, maintenant que j'ai défini comment j'entendais la médiation, comment j'entendais la responsabilité sociale des entreprises, il y a des grandes divergences entre l'une et l'autre, mais il y a aussi des convergences. La première divergence, médiation a pour finalité la recherche d'une solution juste. Une solution dont l'épine dorsale, c'est l'éthique et l'équité. La RSE a pour finalité une recherche de profitabilité. Mais en se rendant compte, et vous allez revoir ici un petit joint entre les deux, la profitabilité a une condition préalable, c'est que pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit équitable. Ce n'est pas une profitabilité inéquitable qui peut aboutir à une profitabilité durable. Vous êtes très près. Vous vous rapprochez de la médiation. Deuxième différence. En médiation, la responsabilisation respecte l'autonomie des personnes. En RSE, la participation est une autonomie à géométrie limitée, c'est-à-dire limitée par l'image de l'entreprise qui a une valeur. L'éthique est un prétexte. Elle n'est pas nécessairement la finalité, la recherche d'une solution qui soit conforme à l'éthique. Troisième différence, la médiation travaille les griefs, comme je l'ai dit, et les justifications. Ça veut dire on travaille sur des dispositifs de pacification. Si vous êtes en entreprise, en RSE, vous allez travailler non pas des griefs, mais vous allez travailler de l'organisation, c'est-à-dire des dispositifs de légitimation. Ce n'est pas la même chose. Pacification, légitimation, c'est deux versants qui sont d'une même montagne, certes. Le premier versant, c'est on enrôle, on embrigade des personnes. Deuxième versant, les personnes ne sont pas contentes, ont des griefs, se disputent, et là, on les pacifie. Donc, si vous voulez, les deux versants sont de la même montagne, mais entre la médiation et la responsabilité sociale, on ne travaille pas la même chose. Vous allez me dire, les griefs, on peut les trouver en responsabilité sociale, puisque c'est la cause des générations futures. Oui, mais ils ne sont pas là pour le dire. Ils ne sont pas là pour porter grief. Alors, quelles sont les similitudes? Et ça devient intéressant parce qu'à l'issue de ce petit parcours sémantique, on pourra voir s'il y a des intersections possibles. Première similitude, que les dispositifs soient de pacification ou de légitimation, sur l'un ou l'autre versant, tous ces dispositifs de médiation ou de RSE visent à deux choses qui sont communes. C'est la réflexivité. Pensez à la philosophie réflexive, on réfléchit sur soi-même. En d'autres mots, il faut avoir conscience de sa propre conscience. Il faut avoir la capacité d'évaluer sa propre capacité. Et ça, c'est un rôle que tous les deux doivent jouer. Deuxième rôle dans les dispositifs, ce sont des dispositifs de participation. Il faut une vision démocratique des choses, ça veut dire les gens ont le droit de dire leurs mots, de dire leur voix, de donner leur voix en démocratie, mais attention, il y a une forme de responsabilisation, vous êtes participant, on exige du participant une certaine contribution. Et donc, il y a une double face qui va jouer chez les deux, médiation ou responsabilité sociale. Deuxième similitude, tous ces dispositifs qui sont mis en œuvre aussi bien en médiation qu'en responsabilité sociale, ce sont des dispositifs inducteurs de confiance. On a parlé de la confiance tout à l'heure. Eh bien, réfléchissons, qu'est-ce que c'est la confiance? Et comment peut-on induire la confiance? Vous êtes médiateur. Si les gens ont confiance en vous, vous arriverez beaucoup plus par votre parole à avoir une pédagogie apte à les désarmer. Et donc, question de la confiance, je vais vous dire, je vois trois inducteurs de confiance, alors très brièvement, parce qu'on pourra en discuter longtemps, mais si vous voulez induire de la confiance, le dispositif que vous allez mettre en œuvre va toucher à l'intérêt de celui qui est en face de vous, ou va toucher à la compétence.
ou va toucher à la bienveillance supposée réciproque de la relation que vous avez avec l'autre. L'intérêt, c'est très simple. Si vous mettez une clause pénale dans un contrat, vous savez bien que l'autre aura peur de l'enfreindre, et donc vous pouvez anticiper son comportement, avoir confiance en lui. La compétence, mais on le parlait, M. Baudequin disait on ne va pas se faire opérer par un chirurgien qui n'a pas fini ses études et qui ne pratique pas. La compétence, vous prouvez votre compétence par un diplôme et les gens viennent chez vous, surtout quand vous avez une certaine pratique. Donc on voit bien les inducteurs de confiance. Pour les médiateurs, il manque peut-être un diplôme, une professionnalisation inaccomplie. Troisième critère de la confiance, c'est un critère subjectif. On suppose une bienveillance réciproque chez l'autre. C'est le regard qui s'échange et qui suppose une bienveillance réciproque. Pour que la bienveillance puisse se supposer, il faut quand même un souci éthique. On se dit l'autre a un comportement qui est éthique à mon égard, ou qui est équitable. Ça veut dire quoi ? Je vais vous donner les critères. J'avais prévu de développer la morale et l'éthique telle que Paul Ricoeur l'a fait dans un discours à Montréal au début des années 90. Mais bon, on n'a pas le temps, sauf que l'indignation éthique, le moteur qui pousse les gens à dire « je ne suis pas content et je porte un grief », c'est parce qu'il y a une inégalité, c'est parce qu'il y a un irrespect de la parole, c'est parce qu'il y a une sanction qui est disproportionnée ou parce qu'il y a une louange qui a été méritée et qui a été distribuée à quelqu'un d'autre. Ce sont tous les cas d'indignation éthique, vous allez les retrouver, c'est du travail de médiateur, c'est aussi du travail en entreprise. Les intersections, et j'en termine par une belle intersection, je pense que c'est la médiation organisationnelle. Vous travaillez à la fois sur la gouvernance et à la fois sur les griefs et les justifications. Ça veut dire, vous avez une réflexivité générale à apporter. Et comme médiateur, vous êtes là dans un rôle de formateur. Vous devez expliquer ce que sont des dispositifs de légitimation des comportements. Ça veut dire soit de pacification, soit d'enrôlement. Et c'est dans le cadre d'une formation continue que vous pouvez le faire. Deuxième rôle du médiateur, c'est un rôle plus spécifique. Et la réflexivité plus spécifique, je la vois service par service. C'est un référent éthique qui fait émerger quels sont les griefs, quelles sont les justifications très concrets sur le harcèlement moral, sur la charge psychosociale au travail, et puis qui, en tant que référent éthique, dispose d'une liste de tous les appels à justice. Et sa troisième possibilité de mission en entreprise, c'est la réflexivité spécifique chez l'autorité, c'est lui amener sur un plateau, voilà la liste des appels à justice, est-ce que vous privilégiez l'ordre ou est-ce que vous privilégiez la justice ? Et je pense qu'on boucle entre la responsabilité sociale et la médiation, on boucle la spirale et on peut nouer le lien. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Éric Bastinoni, vraiment bravo, parce que d'abord c'est un exercice qu'on vous a demandé de faire au pied levé.